Eh bien, bonjour et bienvenue sur Just It. La dernière fois, on a parlé des enceintes d'Alex et aujourd'hui, c'est le deuxième épisode, on continue. Vous avez été nombreux à apprécier le premier épisode et je vous en remercie. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce premier épisode, je vous rappelle. Donc ça, ce sont les enceintes d'un abonné de Just It qui s'appelle Alex. Il a fait une colonne 2 voix et demie avec 2 SB acoustiques aluminium et un tweeter SB acoustique aluminium également dans un guide d'onde. Si vous voulez connaître tous les détails de cette enceinte, je vous invite à regarder le premier épisode. Aujourd'hui, on n'est plus dans la phase de présentation, ça c'était facile, il y avait beaucoup de blabla. Aujourd'hui, travaux pratiques. Donc j'avais un petit problème d'intégration du tweeter avec le guide d'onde. La platine de fixation était imprimée en PLA, trop souple, et j'avais une vibration sur une des deux enceintes. Alex m'a fabriqué après coup des platines d'adaptation en inox plus rigides. Donc dans cette vidéo, on va monter les platines d'adaptation qui vont venir derrière le guide d'onde pour fixer le tweeter de manière optimale. Je vous fais un petit peu le sommaire de la vidéo. Une fois qu'on aura monté les tweeters avec leur nouveau support, je vous montrerai les mesures que j'ai réalisées sur cette enceinte. Enfin, pas tout à fait celle-là. L'autre, parce que l'autre, elle n'avait pas ce problème de vibration, donc toutes les mesures, elles ont été faites sur l'autre enceinte. Je vous montrerai donc les mesures que j'ai réalisées et puis le dessin du filtre. Pour la mise au point du filtre, je me suis servi de mon filtre actif. Mais à la simulation, j'ai fait une simulation de filtre passif. Le filtre actif, il n'a fait que copier les fonctions de transfert des filtres passifs que j'ai dessinés et qui m'a permis de valider à l'écoute là où je voulais aller avec cette enceinte. Concernant les petites modifications d'ébénisterie, c'est-à-dire revoir l'étanchéité du panneau arrière et l'étanchéité de la séparation, ça c'est Alex qui le fera chez lui. J'en ai pas besoin pour la mise au point et ça me gêne pas pour le moment. L'étanchéité du panneau arrière, elle est résolue quand je le place correctement et la séparation interne, ça ne me pose pas de problème. Ça me permet de faire la petite transition. Comment je me suis rendu compte qu'il y avait une fuite entre les deux cavités? Je vous laisse voir la suite. Je vous montre l'intérieur de l'enceinte. Donc vous voyez ici l'amortissant tel qu'il a été placé. Donc on va l'enlever et on voit donc l'intérieur de l'enceinte. Donc si j'enlève ici cet amortissant là, vous voyez la séparation interne. Donc le défaut d'étanchéité, il se fait ici. Donc je rajouterai peut-être un petit joint collé dessus. On verra si ça suffit. Mais il y a probablement quelque chose ici, même si ça a l'air assez bien. Donc je vous montre le tweeter, la manière dont il a été fixé ici. Donc on voit qu'on a une espèce de cage en PLA. J'ai mis un petit tampon amortisseur ici pour éviter certaines vibrations. Mais c'est peut-être pas facile à vous filmer. Mais c'est ici qu'il y a les vibrations sur la fixation du tweeter. Alors, premier tweeter démonté, vous voyez l'embouchure du guide d'onde ici, les petits inserts filetés sur lesquels on va venir poser la plaque, et ici c'est un petit peu creusé pour les têtes de vis. Là, je vous montre le tweeter démonté avec son support PLA, et ce que j'appelle la cage ici, c'est le petit support qu'avait fait Alex. Il avait peur que le tweeter tombe parce que c'était pas très costaud, et vous voyez ici ça c'est pas assez rigide et on avait la vibration à ce niveau là. Donc on va monter les platines sur les tweeters. Je vous rappelle ici sur le tweeter on a ici d'exposer les cosses, hein, donc les bornes plus et moins du tweeter. Il faut absolument pas les mettre en court-circuit. Ici c'est une plaque qui est métallique. Alors on a laissé le film de protection exprès derrière. Le devant, il a été peint au cas où dans le guide d'onde la tranche soit visible et pour pas qu'il y ait de couleur inox alors que tout est noir.
Je vais assurer le coup ici avec du ruban adhésif d'électricien pour isoler les pôles plus et moins quand on va poser la plaque. Voilà, une fois que j'ai isolé les pôles plus et moins, on va pouvoir mettre la plaque. Alors, je vais me la rapprocher un petit peu de moi ici et il faut la centrer. Ensuite, j'ai mes petites vis de fixation et on va fixer la plaque avec les petites vis. Donc serrage en croix comme les vrais. Et ça sert à rien de serrer comme un débile, hein. C'est juste, on ajuste. Et là, c'est serrage au couple manuel. Voilà, donc les tweeters sont sur leur plaque de fixation. Il ne me reste plus qu'à venir mettre ça dans l'enceinte. Bon, au niveau visserie, quand j'ai reçu les enceintes, il y avait ces vis là qui étaient montées pour la platine support, sauf qu'elles sont trop courtes, elles accrochent à peine le filet. Moi j'avais récupéré ça que j'avais en stock dans le garage, ça va très bien en longueur, sauf que c'est pas une longueur standard parce que je les ai recoupées et Alex m'avait envoyé des vis plus longues qu'il avait en stock, mais ça c'est trop long et on risque de passer à travers et que ça se voit au niveau du guide d'onde. Donc mon boulot là, c'est d'aller, j'en ai pas mal des vis, c'est d'aller raccourcir toutes ces vis là pour les mettre à peu près à la longueur de celle-ci. C'est un peu de boulot, mais j'ai été en magasin, il n'y avait pas et j'ai pas le temps de commander aujourd'hui, donc système D. Alors je vous préviens, ces scènes vont être d'une rare violence à ne pas reproduire chez vous. Ça oui par contre. Donc voilà en place, c'est pas facile à filmer. J'ai mis la première vis du haut, pour le moment elle n'est pas serrée, donc on voit qu'on a un petit peu de jeu. On voit que ça s'aligne pas mal avec les écrous filetés qui sont derrière, vous voyez peut-être pas très bien. Et je vais ajuster ça en centrant bien le dôme sur le guide d'onde et je vous reprends après. Voilà, tout est remonté, le tweeter est bien fixé avec sa plaque. Bon, c'est pas très joli de laisser la feuille de protection là, mais comme je disais, on s'en fiche un petit peu. Le tweeter vu de l'autre côté, quasiment centré, donc on est pas mal. Bon bah écoutez, les tweeters sont remontés sur les deux enceintes. J'ai essayé de retravailler un petit peu l'étanchéification de manière un petit peu basique, avec un scotch renforcé entre la face avant et le renfort et un joint pour fenêtre ici entre la face arrière et le renfort. Normalement ça devrait être à peu près étanche, on va vérifier ça avec la mesure d'impédance. Pour le moment je remonte l'amortissant, je remets les faces arrière, les filtres on les mettra plus tard. Je repasse les câbles dans les évents, le temps de monter les filtres. Et après, ça sera tout câblé en interne, hein, bien sûr.
Et bien voilà, c'est remonté, on passe à la mesure. Alors, je vous retrouve dans RoomOQ Wizard sur le PC et je vous montre un petit peu les premières mesures que j'avais faites sur ces enceintes avant les modifications que vous venez de voir. Donc, mesure du tweeter, impédance, pas de souci, rien à signaler. Mesure de l'impédance du SB17 d'en haut, c'est-à-dire celui qui est juste sous le tweeter, et là, je me retrouve avec ça. Et au départ, quand on ne sait pas, eh ben, on se pose des questions. Comment j'ai détecté qu'il y avait une fuite entre les deux compartiments? Là, je mesure qu'un seul haut-parleur et je me retrouve avec une courbe d'impédance avec 3 pics en bas. Et ça, c'est pas typique d'un basse réflexe. Un basse réflexe, on a 2 pics. Et quand on est dans une enceinte close, on a un seul pic. Le haut-parleur à l'air libre, un seul pic. Basse réflexe, 2 pics. Ici, j'ai 3 pics d'impédance. Donc, il se passe quelque chose. Et ça ressemble à une courbe d'un double basse réflexe. C'est-à-dire une cavité basse réflexe accordée dans une autre cavité basse réflexe. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, il y a un problème d'étanchéité entre les deux cavités des haut-parleurs. Je mesure le haut-parleur d'en dessous et je me retrouve avec cette courbe, c'est-à-dire la même. Et quand je mesure les deux en même temps, je me retrouve avec une courbe typique d'un basse réflexe. Alors un accord un petit peu bas ici, on est autour de 35 Hz, mais là ça ressemble à du basse réflexe. Quand les deux haut-parleurs fonctionnent en même temps dans les deux cavités, les cavités sont couplées entre elles et on se retrouve avec un basse réflexe classique. Donc c'est pas gênant en utilisation qu'il y ait une fuite entre les deux, donc c'est pas très grave, mais sur le principe, au départ, ça m'a un petit peu interpellé. Donc aujourd'hui, on va essayer de refaire des mesures d'impédance. J'ai gardé les enceintes à côté de moi et je vais essayer de voir si mes petites modifications, c'est-à-dire un bout de scotch, un bout de joint, ont suffi à rendre les deux cavités étanches. Donc, j'ai branché tout le système pour faire les mesures d'impédance. Si vous vous souvenez plus comment on fait les mesures d'impédance, il y a une vidéo dédiée. Et on est parti. Donc ça, c'est le haut-parleur du haut. Je le branche et je vais lancer une mesure d'impédance. Ah, là on se retrouve avec une courbe d'un basse réflexe classique. Alors avec deux pics qui ne sont pas à la même hauteur, mais ça on y reviendra un jour. Mais ici, un basse réflexe classique. Si on compare avec la mesure précédente avant étanchéité, et bien là on se retrouve avec quelque chose d'assez typique et on est revenu dans les clous. Les petits accidents que vous voyez en haut de bande ici, ça c'est le fractionnement du haut-parleur, c'est tout à fait normal. On voit qu'il y a assez peu de résonance dans la caisse, l'amortissant est bien calculé. On va essayer de mesurer le deuxième haut-parleur, mais il n'y a pas de raison que ce soit différent. Ici aussi, on a quelque chose qui ressemble à un basse réflexe. Par contre, c'est assez bizarre. On a un accord qui est plus haut qu'au-dessus, alors qu'on est censé avoir la même cavité. Donc ça va être à investiguer. Sur la deuxième enceinte, je fais pareil pour vérifier. Donc là, ça c'est le tweeter. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas de court-circuit. Et on y va avec le haut-parleur du haut. OK. Et le haut-parleur du bas. Si maintenant on regarde les courbes des 4 haut-parleurs mesurés, on voit que ça se tient à très peu de choses ici dans toute la bande du bas médium
jusqu'à l'aigu. C'est dans le grave que ça varie un petit peu. Alors, est-ce que les câbles dans les évents modifient un petit peu les choses? Ici, ça c'était de mémoire le haut-parleur du haut sur l'enceinte qui est surélevé, le haut-parleur du bas sur l'enceinte qui est surélevé. On voit que j'ai deux groupes de deux haut-parleurs. Donc on voit qu'il y a des petites différences, mais à ce stade, je ne saurais pas les expliquer. Les fréquences d'accord se jouent à peu près. Alors il doit y avoir l'amortissant, les câbles qui passent dans les évents qui perturbent un petit peu. Bon, je ne vais pas investiguer plus pour le moment. Ça, ces courbes-là, elles vont me servir à dessiner le filtre et ça ne me gênera pas pour dessiner le filtre parce qu'à partir de 70 Hz, tout est identique entre les haut-parleurs. Alors, on va moyenner les 4 réponses que j'ai obtenues. Ça nous donne cette courbe-là. Alors, pour les mesures des haut-parleurs, je vous passe toutes les tables de mesure, le micro, etc. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je vous montre les résultats des mesures. Concernant le tweeter, voici les réponses, les mesures polaires du tweeter, donc c'est-à-dire avec la directivité. J'y suis allé par pas de 15 degrés, 0, 15, 30, 45, 60, 75 et 90. On a une courbe qui, sur les angles un peu élevés, est plutôt jolie. On a une directivité qui est bien homogène. Par contre, sur les premiers degrés, on voit qu'on a un petit peu de diffraction. Ça, je vous l'avais expliqué, ça vient de, a priori, du baffle d'Alex avec le petit rebord que je vous avais montré sur la précédente vidéo. Concernant le haut-parleur de grave médium, comme je vous ai dit, j'ai mesuré celui qui est juste en dessous du tweeter. J'ai pas refait la mesure de celui d'en dessous parce que c'est le même haut-parleur et ça va pas changer grand chose. En plus, le haut-parleur du bas va être coupé plus bas, donc il n'y a pas d'enjeu à le mesurer également sur ce plan. Donc concernant ce SB17, on a une directivité qui se tient à peu près correctement jusqu'à 2 kHz. Après, ça commence à être un peu le bazar. Dans la zone de fractionnement, la directivité, c'est un petit peu l'anarchie, mais ça c'est normal, c'est tous les haut-parleurs. Donc ce haut-parleur, on sait d'après les tests, etc., qu'on a déjà fait, c'est un haut-parleur qu'on va raccorder jusqu'à 2 kHz à peu près, et on voit qu'au niveau de directivité, c'est plutôt pas mal. Il y a quelques accidents également. Pareil, on ne doit pas échapper à un peu de diffraction avec ce haut-parleur-là. Donc ces mesures polaires, je les ai exportées et puis je les ai importées ensuite dans V2X-CAD. Donc on se retrouve dans V2X-CAD. Donc dans V2X-CAD, j'ai créé 3 haut-parleurs, le SB26 dans son guide d'onde, le SB17 du haut, le SB17 du bas. Je vais me servir des mesures que j'ai réalisées sur un des SB17 pour les réponses en fréquence et la directivité. Et on va se servir de la courbe d'impédance moyenne mesurée également. Pour le moment, je vous montre l'écran sans filtre et on va regarder un petit peu ce que ça donne donc sous V2X-CAD avec ces courbes importées. Donc, vous avez vu, sur chaque haut-parleur, j'ai importé toutes les courbes. J'ai renseigné dans le nom de chaque courbe l'angle associé et on voit que V2X-CAD a bien compris que c'était les angles 15 degrés, 30 degrés, etc. Je n'ai fait les mesures polaires qu'en horizontal. Je n'ai pas fait les mesures de directivité verticale. De toute façon, on se ferait peur avec des directivités verticales sur des colonnes comme ça. Au niveau du filtre ici, j'ai renseigné les coordonnées des haut-parleurs. Donc l'axe X, c'est le même pour tout le monde, ils sont alignés. L'axe Y, je suis parti comme référence du tweeter. Le haut-parleur du haut est 20 cm plus bas. Le haut-parleur le plus bas est 41 cm en dessous du tweeter. Concernant la profondeur, ça je vous ferai un jour une vidéo dédiée pour vous expliquer comment on fait. J'ai pris comme référence le tweeter encore une fois. Et donc le haut-parleur du haut est 13 mm plus profond que le tweeter. Le haut-parleur du bas, du fait de la trigonométrie, lui est 53 mm plus loin que le tweeter par rapport à une position de micro dans l'axe du tweeter. Si je câble un des SB17, j'obtiens cette courbe-là avec, donc c'est une courbe fenêtrée, donc on n'a pas la mesure dans le grave, mais ça, c'est pas très grave. Donc on obtient cette courbe fenêtrée. Donc on voit ici l'effet de baffle qui est bien marqué et le fractionnement à haute fréquence. On voit ici la directivité. Donc elle n'est pas parfaitement homogène parce qu'il y a des petits accidents, mais on voit que c'est une directivité très croissante
jusqu'à dans l'aigu. On retrouve notre courbe d'impédance ici mesurée, pas de souci. Concernant le Twitter, donc on a une courbe un petit peu en cloche ici, c'est normal. Le guide d'onde va venir charger le Twitter en basse fréquence et puis eh bien, on perd de l'énergie à haute fréquence pour retrouver la directivité. Les accidents de diffraction, ben, on les voit ici. Normalement, ça devrait être un petit peu plus joli que ça. Donc sur les hautes fréquences, l'accident de diffraction vient probablement de l'absence de phase shield. Et ici, un peu plus bas en fréquence, probablement de la diffraction sur le bord du baffle. Si on zoome un petit peu là-dessus, on voit que le moins 6 dB, c'est le jaune. Donc le moins 6 dB ici, il va se retrouver entre 45 et 60 là. Donc on va avoir une ouverture entre 90 et 120 degrés. Cette ouverture, elle est légèrement croissante. Elle est presque constante à partir de 2 kHz. C'est la fréquence à laquelle on va couper ce guide d'onde. Bon, c'est un peu dommage d'avoir ces accidents. Concernant le haut-parleur de grave, on voit qu'à 2 kHz, c'est-à-dire la fréquence où on va raccorder a priori dans le médium aigu, eh bien, on a le moins 6 dB qui est un petit peu au-dessus de 45, donc on a un bon match de directivité avec le Twitter. Donc concernant le filtre, eh bien, je vais vous montrer ce à quoi j'ai abouti. Donc ça, c'est le filtre passif que j'ai dessiné. Ce que vous avez vu juste avant, ce sont des essais en actif pour simuler le filtre passif, pouvoir écouter directement avec des fonctions de transfert très proches sur mon filtre actif, le résultat que j'aurai avec ce filtre passif. Donc une fois que j'ai accordé un petit peu les composants, j'obtiens ceci. Donc si on vient ici, on voit qu'on va raccorder à peu près autour de 2 kHz entre le haut-parleur de grave médium du haut et le tweeter. Le haut-parleur de grave médium du bas, lui, est filtré beaucoup plus bas. C'est ce qu'on appelle une 2 voix et demie. Et vous voyez que la différence entre la courbe verte et la courbe noire ici, c'est ce qu'apporte ce deuxième haut-parleur. Si j'inverse la polarité du tweeter, on se retrouve avec une mise en phase qui est plutôt correcte entre les deux. On peut également visualiser ce critère sur le phase tracking, c'est-à-dire cette courbe de phase verte pour le haut-parleur et cette courbe de phase rouge ici pour le tweeter. Et on voit qu'on a une bonne superposition autour de la fréquence de coupure, donc une bonne mise en phase. On a un léger décalage du haut-parleur du bas, c'est normal. Il est un petit peu reculé sur le plan trigonométrique, donc il part un petit peu en retard par rapport aux autres. Et avec le filtre passif, je ne peux pas bien corriger ça. Bon, l'écart n'est pas énorme et à l'écoute, ça ne se ressentira pas. Si on prend la réponse polaire ici, on obtient quelque chose de plutôt correct. À partir de 1 kHz et jusqu'en haut, on a quelque chose qui est assez contrôlé. Bon, quelques petits accidents, c'est pas parfaitement linéaire à cause des effets de diffraction, mais j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaisait pas mal là-dessus. D'après V2Xcad, on a une listening window qui est plutôt linéaire ici et une réponse en puissance, alors attention, calculée qu'avec la directivité horizontale qui est décroissante tranquillement comme ça, un DI qui est croissant ici. Donc jusque là, pas de surprise avec un guide d'onde. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on contrôle bien la directivité dans la partie au médium aigu, ce qui ne sera pas le cas avec une enceinte standard équipée d'un tweeter sans guide d'onde où la courbe de directivité sera moins jolie que celle-ci. Donc au niveau du schéma du filtre, on a un filtre du troisième ordre sur le tweeter, un filtre du troisième ordre sur le SB17 du haut et un filtre du premier ordre avec un petit circuit bouchon ici pour un petit condensateur qui va venir calmer le pic. Donc vous voyez ici le petit pic de fractionnement qui est visible sur le SB17 du bas, même avec cette grosse self. Et en fait, ce petit condensateur va venir atténuer ça. C'est un schéma très simple. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'atténuation sur le tweeter. J'ai pas besoin d'atténuer le tweeter, il arrive pile au rendement que vont me procurer les deux SB17. C'est tout juste. Hein. Là, le tweeter, il est au max et on voit que en très haute fréquence, ça chute encore un petit peu, mais ça, j'y peux rien. Je peux pas lui inventer des dB qu'il n'a pas.
Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on a pas mal travaillé aujourd'hui, on a déjà fait pas mal de choses. Il nous restera à monter le filtre. Je viens de terminer le montage de cette vidéo, je me rends compte qu'on va atteindre presque la demi-heure, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans un 3e épisode pour les enceintes d'Alex. Merci de me suivre et à bientôt.